Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Les quartiers nord de la ville de Marseille ou la cité du Docteur M à Cavaillon sont depuis plusieurs semaines déjà l'objet de très fortes tensions sur fond de trafic de stupéfiants. Certaines de ces cités sont même devenues des cités de non-droit, cités de la peur. C'est le thème de Dimanche en politique aujourd'hui depuis le parc Font-Obscur. Nous sommes ici au cœur des quartiers nord de la cité phocéenne dans le 14e arrondissement. Des cités dont les habitants sont les premières victimes de la violence de ces trafics et que les nombreuses descentes de police, le pilonnage policier, n'arrivent pas à éradiquer. Voyez ce reportage de Paul Gély et de Sidonie Canetto et on se retrouve juste après avec nos invités. C'est la force de frappe de ces nouvelles méthodes. Assiéger la cité durant plusieurs heures et laisser la voie libre à des équipes de nettoyeurs. Ils viennent retirer toutes les installations des trafiquants et recouvrir ces tags présents sur tous les bâtiments pour flécher les points de vente. Une signalétique ostentatoire, recouverte en quelques heures. En repeignant l'ensemble du bâtiment, du moins les tags qu'on voit ici, c'est une façon effectivement de reprendre possession des lieux et de montrer qu'effectivement, ici c'est pas un point de vente, c'est d'abord la République, voilà, c'est d'abord la cité. Les agents d'entretien retirent également les canapés des guetteurs, des bras zéro ou encore ces tableaux d'affichage qui indiquent les tarifs de la drogue comme une carte de restaurant. Au total, 30 mètres cubes d'encombrants seront retirés, avec notamment ces caddies ou bien ces palettes qui servent de barrière à l'entrée du quartier. Ces opérations de pilonnage sont massives. Quels impacts ont-elles sur la vie des habitants? Nous leur avons tendu le micro. Ça le rend plus propre, le quartier, c'est vrai que c'est bien. Mais voilà, les contrôles, des fois, ils sont un peu trop poussés. Ils nous agressent, ils nous envoient des coups, alors qu'on ne fait rien. Ça, il faudrait qu'ils le fassent plus souvent. Ça, ils le refont parce qu'ils l'ont déjà fait il y a pas longtemps. Ils ont tout enlevé, ils ont tout démantelé, là, les chariots, là. Mais ça va reprendre. Ils vont remettre les chariots, ils vont reprendre encore leur activité. Sur notre plateau, Rachida Brahim, bonjour, vous êtes sociologue, chercheuse à l'URMIS à Paris, Diderot, autrice d'une histoire des crimes racistes et vous êtes également membre d'une association à Marseille. Merci à vous d'être avec nous. Myriam Guillaume, bonjour, vous êtes journaliste à la Marseillaise et vous connaissez bien ces quartiers puisque vous y travaillez très régulièrement. Rachida, on l'a vu, une population, en tout cas dans ces quartiers-là, prise en tenaille entre les interventions des forces de l'ordre, qui sont souvent relativement musclés, et puis des trafics de stupéfiants qui eux aussi entraînent beaucoup de violence. Est-ce que c'est une population qui est prise en otage entre les deux ? Je dirais qu'elle est davantage prise en otage par des politiques publiques qui n'ont pas respecté le pacte d'égalité et qui ont favorisé une discrimination. C'est des populations qui sont victimes surtout d'inégalités en termes d'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement, à la santé. Et c'est plutôt là qu'il y aurait vraiment quelque chose à regarder précisément, oui. Il faut tout prendre en même temps, la prévention, l'éducation, l'emploi. C'est très dur. Le challenge paraît incommensurable. Ouais. Ça dépend. Si la volonté politique est là, je pense que ça pourrait tout à fait être réalisable. C'est pas forcément le cas. Il faut aussi voir d'un point de vue historique qui sont les personnes qui habitent dans ces quartiers. Et en l'occurrence, qui sont les enfants, les parents, les grands-parents. Et on est là face à des personnes qui sont majoritairement d'origine maghrébine ou comorienne, qui sont donc des populations qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu les guerres coloniales, les guerres d'indépendance. Deuxième, troisième génération, la plupart de oui, ces jeunes ne sont moins. jamais allés sur les terres de leurs aïeux. C'est possible, mais il n'en reste pas moins que ce sont quand même des enfants de la guerre et des petits-enfants de la guerre. Et il y a des auteurs qui ont poussé cette réflexion assez loin, notamment je pense à Michel Foucault, qui a très bien expliqué que la politique, c'est le prolongement de la guerre par d'autres moyens. Alors on parle des conséquences, c'est ce qu'on peut vivre au quotidien avec la multiplication des règlements de compte dans ces cités-là. Mais est-ce qu'on connaît bien les causes et est-ce que c'est l'identification des causes qui permettra de résoudre le problème, les problèmes ? Oui, c'est une question complexe, non, parce que ça parle de la société et de comment une société produit des inégalités et parvient à les maintenir en dépit des prétentions à l'égalité. C'est d'énormes chantiers. Et ce qu'il manque, en fait, c'est
cette volonté politique qui, pour l'instant, n'est pas là. Ouais. Myriam Guillaume, vous travaillez dans ces quartiers-là, vous enquêtez régulièrement. C'est compliqué de rentrer dans ces cités. En tout cas, nous, quand on veut y rentrer pour faire un reportage, pour faire notre métier, on nous demande ce qu'on vient y faire et on nous dit non, pas question, on ne veut pas de journalistes. Ça veut dire qu'on nous empêche de rentrer, des gens nous interdisent de rentrer, des gens qui n'ont pas autorité pour le faire. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Alors c'est de plus en plus difficile d'y intervenir. En général, l'idéal c'est de passer par le biais d'associatifs, de gens qu'on connaît, d'habitants qui ont besoin de parler. Le problème, c'est que de plus en plus, pour les protéger, c'est l'anonymat. La difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une omerta qui s'installe dans ces quartiers. Il y a une omerta. La parole ne se libère pas facilement. Non, elle se libère de moins en moins facilement parce qu'il y a des représailles, parce que, oui, les gens ont peur. Ils veulent pas être exposés et nous, on ne doit pas les exposer. Et pour autant, on doit porter leur parole. Donc, on change des noms. On met des images d'illustres quand on arrive à faire les images, si on ne se fait pas un peu chasser par des réseaux. La difficulté d'entendre et de faire parler ces gens-là, la capacité qu'ils aient la possibilité d'exprimer leurs problèmes, c'est un peu les nier quelque part. Donc c'est compliqué aussi de les sortir d'une situation qu'on a finalement du mal à identifier clairement. Sur la parole des habitants et la parole des militants, des travailleurs sociaux qui sont dans ces quartiers, elle est réelle. Elle est réelle, elle est constante, elle s'inscrit dans une longue durée aussi. On peut remonter aux années 60, 70 à la création de ces cités. Et vous trouverez toujours cette parole qui est un fil conducteur de résistance. Elle continue aujourd'hui. Je pense notamment à des propositions qui avaient été faites par un syndicat des quartiers populaires à Marseille, sans une proposition en 2013. C'est un travail colossal fait par des personnes qui sont vraiment tout à fait admirables. Et ces propositions sur 10 thématiques différentes ont été envoyées au président de l'époque, aux différents ministres, au département, aux collectivités, à la municipalité, évidemment, aux syndicats. Zéro réponse. Pas de réponse. Myriam, il manque de quoi les gens qui habitent dans ces quartiers? Il manque presque dire de tout, mais oui, d'accès à beaucoup de choses, les transports, la santé, tout ce qui fait la vie quotidienne, et d'écoute. Quand ils nous appellent, c'est parce que ils se sentent absolument pas entendus par les différentes institutions, les politiques. Quand une maman nous explique qu'elle apprend à ses enfants à se jeter par terre parce que dès qu'ils entendent des balles, c'est qu'ils n'ont plus de protection parce que plus personne n'y va. Alors, il y a un travail, merci beaucoup, on va vous retrouver, Myriam, à la fin de l'émission. Il y a un travail qui est remarquable et qui est effectué par les différentes associations, et il y en a beaucoup dans les quartiers nord de la ville de Marseille. Élodie Pépin et Nicolas Carme sont allés visiter l'une d'entre elles. Regardez le reportage. Mohamed Siwani est président de l'association Toujours Plus Haut. Avant, il organisait des séjours pour sortir les jeunes du quartier. Il faut qu'on arrive à sortir cette jeunesse de là, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. C'est un genre de ghetto, et ce ghetto-là, il faut le combattre au quotidien pour pouvoir permettre aux jeunes de s'en sortir et d'étudier, de faire des choses. Mais aujourd'hui, faute de fonds, ces séjours se sont arrêtés. C'est donc en bas des immeubles que Mohamed développe des projets, comme ces nouvelles installations sportives ou ce futur stade de foot. C'est grâce à ces petites associations qui ne sont pas reconnues, justement, qui ne sont pas assez reconnues, qu'aujourd'hui, beaucoup d'endroits survivent. S'il n'y avait pas ces associations, je vous le dis, moi, honnêtement, ça serait la catastrophe. Mais on ne les reconnaît pas à leur juste valeur. C'est ça le problème. Mohamed nourrit l'espoir de voir un jour les pouvoirs publics s'intéresser réellement au quartier nord. Le président de la République est attendu de nouveau à Marseille à la mi-octobre. Pour le moment, l'Élysée n'a pas communiqué la date exacte de sa venue. Nordine Bougrine nous a rejoint. Vous êtes le directeur de l'association Dune qui s'occupe de médiation sociale. On parlait de libération de la parole. Le rôle du médiateur, c'est justement d'écouter, d'essayer de résoudre des conflits entre personnes. Quand on travaille dans ces quartiers-là, on arrive à résoudre des conflits entre personnes? Bien heureusement Thierry. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que les gens veulent parler, en fait. Les gens veulent parler et nos équipes de médiateurs sociaux viennent un peu créer cette espèce-là de parole. Souvent, on nous pose la question, mais est-ce que c'est dur d'intervenir, c'est dur d'aller? Mais non, c'est très facile. Alors, parce que les gens n'attendent que ça. Je vous posais la question parce qu'effectivement, on a quand même le sentiment que dans ces quartiers, les différends entre les uns et les autres se règlent à coups de Kalachnikov. Non, mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Non, mais il y a 30 victimes depuis le début de l'année sur Marseille, sa métropole.
métropole Non, mais on peut pas et sa résumer. proche région. On peut pas résumer ça. Je veux dire, c'est ce qui passe à la télé. Mais le quotidien des gens, le quotidien de 99% des gens là-dedans, c'est pas ça. C'est pas de se retrouver dans des conflits armés. Le quotidien des gens, c'est le même que le nôtre. C'est des questions de logement, c'est des questions d'éducation, c'est des questions de travail, c'est des questions de santé. Et c'est ça qui est important. Et je vous remercie de me donner la parole pour essayer un peu de mettre en lumière ce côté un peu positif. Rachida, les côtés positifs, effectivement, ils viennent d'être évoqués par Nourdine. On a vu le travail d'une association qui essaie de faire bouger les choses. En même temps, quand on se recule un petit peu dans le temps, on s'aperçoit que c'est une situation dans ces quartiers-là qui existe depuis de nombreuses années et qu'on n'a pas réussi à régler. Est-ce qu'on a aujourd'hui des raisons d'être plus optimiste qu'hier ? Moi, je suis optimiste dans le sens où, effectivement, ce type d'associations et d'autres qui travaillent au quotidien dans les quartiers de Marseille, elles sont nombreuses, elles sont invisibilisées parce qu'on ne parle pas souvent d'elles. Elles font un travail incroyable de terrain et je suis certaine que les réels agents du changement politique et social, ils se trouvent dans les quartiers. Ils se trouvent dans la société, pas forcément au gouvernement. Et si on compte sur eux, si on leur donne la parole, s'ils ont l'espace pour créer des choses, et ils l'ont, et ils le font, sans demander l'autorisation, sans attendre qu'on leur donne le droit, ça produit des choses absolument incroyables sur le terrain. Nourdine ? Oui, je peux que converger vers cette analyse. Moi, je le vois au quotidien. Je veux dire, les gens, ils attendent que ça. Et c'est souvent un petit élément catalyseur qui fait que ça libère la parole et après la parole, la pensée et les actions. Et on le voit, nous, sur beaucoup de territoires sur lesquels on intervient, on a des ressources exceptionnelles. Alors, quand vous parlez tous les deux d'éducation, l'accès à l'éducation, et évidemment, on sait que ça part de là et que c'est extrêmement important. En même temps, comment faire comprendre à un gamin qui va gagner le SMIC à la sortie de l'école alors qu'il peut gagner 10 fois plus en 10 ans ? Comment est-ce qu'on fait pour porter un message positif et pour enrayer cette spirale ? Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement d'aller voir ce gamin pour lui expliquer ça pourrait fonctionner. Mais c'est vraiment un problème beaucoup plus global, systémique et structurel en fait, auquel il faut s'attaquer. La solution, elle n'est pas dans l'individu et d'aller voir le gamin et lui faire la morale, pas du tout. Ça, c'est pas une solution. Ça marche pas. Ça peut marcher, mais il faut tellement plus que ça, tellement d'investissement, de volonté à nouveau politique et de changer toute cette structure-là qui met à mal une population. En fait, c'est une guerre qui continue, si vous voulez. On fait la guerre à ces quartiers. D'accord, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a une guerre qui est faite sous l'apparente paix sociale, démocratique. Il y a une guerre en continu qui est faite à ces quartiers depuis très longtemps. Mais vous, Nourdine, vous êtes mandaté par les collectivités locales pour faire de la médiation dans ces quartiers-là. Voilà. Les politiques ne sont pas complètement désintéressés de la question, mais on a le sentiment malgré tout qu'il y a une espèce d'abandon de ces quartiers-là. Non, mais il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites et le travail de l'association, je veux dire, on n'est que cette représentation-là aussi du travail qui est fait. Je veux dire que quand les collectivités, les services de l'État, bailleurs sociaux, conscients de cette altération du lien social, viennent nous voir et nous disent qu'est-ce que vous proposez en termes de restauration du lien et qu'on leur propose de mettre à disposition sur le territoire pour les habitants des médiateurs sociaux qui font le relais, qui favorisent aussi par leur connaissance du territoire, le retour des services publics, le retour de l'action sociale aussi. Rachida, les quartiers nord de la ville de Marseille, c'est 300, 400 000 personnes qui y vivent. C'est un foyer idéal pour le clientélisme politique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est terminé tout ça, ou est-ce qu'on est toujours là-dessus ? On sait que des élus ont été condamnés pour avoir fait du clientélisme dans les quartiers nord de la ville de Marseille. C'est la grande inconnue pour moi et pour beaucoup d'habitants marseillais. Qui a la volonté politique, qui a l'humanité suffisante pour proposer autre chose dans cette ville et dans cette société. C'est la grande inconnue et effectivement les attentes sont très très fortes de ce côté-là. Pas du côté des habitants, de ceux qui ont la parole, des associatifs, du côté des politiques. Qui est prêt à faire changer les choses réellement ? 300, 400 000 personnes qui y vivent dans ces quartiers, c'est autant d'électeurs, peut-être même plus. Comment est-ce qu'on positive l'action des politiques désintéressées par rapport à ces quartiers ? Est-ce qu'on est plutôt là sur une ligne qui semble être positive par rapport à ce qui s'est passé avant, ou on est encore dans le flou ?
plus qu'artistique. Non, je pense que quand même, il y a une pensée. Je pense qu'il faut aussi quitter ce cliché-là que dans les quartiers, les gens ne pensent pas, les gens subissent ce qui se passe. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de personnes. Là, quand on voit ce petit jeune, Yamine, on va le voir, on va le voir. N'en dites pas plus, Nordine, on va le voir mais juste après Emmanuel Macron, qui était dans les quartiers, qui est venu à la Cité Bassin, qui est resté un bon moment d'ailleurs. Emmanuel Macron, à qui nous avons posé la question très directement sur la situation de ces quartiers. Écoutez sa réponse. Merci Rachida, merci beaucoup. Je veux construire une forme de réponse, en quelque sorte, d'un Marseille en grand. Il y a bien eu le Grand Paris, on a le droit d'avoir ce Marseille en grand qui, au fond, consiste à dire beaucoup de choses sont en place. Et les acteurs travaillent d'arrache-pied, les associations, les élus locaux, les parlementaires, l'État. Il y a parfois des divisions qui font perdre du temps. Il faut y remédier. Et puis il faut assumer sur la deuxième ville de France, parce qu'elle a des problématiques très particulières, parce que c'est l'une des plus pauvres, parce qu'elle a ses quartiers au sein de la ville, d'avoir en quelque sorte, pas simplement des investissements exceptionnels, mais d'inventer des solutions nouvelles. Et c'est ça ce que je veux construire, mais avec les Marseillaises et les Marseillais. Amine Kessassi, il est là. Nordine nous a rejoint. Vous êtes le créateur, le président, l'homme à tout faire dans cette association qui s'appelle Conscience. Alors Conscience, ça naît d'un véritable fait divers, puisque vous avez perdu votre frère en décembre 2020. Il a été abattu. C'est vraiment le premier jour du reste de votre vie, décembre 2020. Conscience a été fondée bien avant décembre 2020, mais la tournure que Conscience a prise et l'investissement de Conscience dans les quartiers nord, c'est vraiment à partir de ce jour-là, à partir de ce tragique événement. Vous y vivez toujours dans ces quartiers-là ou vous les avez quittés ? Je les ai quittés de manière quotidienne, mais mon père, il vit encore, et donc je vais le voir de temps en temps à Frévalon. Alors, vous évoquez le laisser-aller qui prédomine dans ces cités-là. Quand vous parlez de laisser-aller, c'est le laisser-aller de qui et comment ? C'est le laisser-aller du gouvernement, c'est le laisser-aller des institutions, puisqu'on ne retrouve plus de services publics dans nos quartiers, puisqu'on ne retrouve plus d'action sociale dans certains quartiers, puisque justement on voit qu'il y a ce sentiment d'abandon qui est un sentiment général ressenti par de nombreuses habitantes et de nombreux habitants. Mais face à tout ça, il y a bien évidemment une forte mobilisation des associations, des actions, des opérations qui se mènent au quotidien dans ces quartiers avec un tissu associatif qui tient des liens de solidarité énormes dans nos cités. Vous avez rencontré Emmanuel Macron lorsqu'il est venu à Marseille, à la Cité Bassin. C'était au début du mois de septembre. Qu'est-ce que vous lui avez dit, demandé, et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? La principale chose que je lui ai dite, c'est que ça ne servait à rien de venir avec un plan qui est préparé à Paris ou à des milliers de kilomètres de chez nous, de la réalité. Je lui ai dit que le plan Marseille, que le plan Marshall ne servait à rien. Ce qu'il faut, c'est le plan des Marseillaises et des Marseillais. Un plan qui soit élaboré par nous, les acteurs sociaux, par nous, les associations, nous, les familles de victimes, nous, les habitantes et les habitants des quartiers nord, par nos élus locaux, par les institutions et par tous ces acteurs du quotidien. C'est à eux d'élaborer ce plan des Marseillaises et des Marseillais, de le mettre en action, de l'appliquer, et puis c'est au gouvernement de nous donner les moyens justement pour mener tout ça à bien. Nordine, la prise de conscience, elle part de l'intérieur ? C'est une condition sine qua non. Ouais. Je veux dire, les démarches d'engagement. Non, mais parce qu'on pourrait se dire, il faut plus de policiers, il faut plus de pilonnage, il faut plus de descente. Vous savez, moi, l'idée de penser que la solution, elle a une dimension, j'y crois pas trop. Et l'expérience nous a montré que c'est pas ça qui marche. Ce qui marche, c'est une réponse plurielle, c'est une réponse qui est co-construite avec les habitants, et que cette démarche, elle ne peut être faite que parce que les habitants sont au cœur de la réponse. Voilà. Et les écouter surtout. Et les écouter. Alors, les pouvoirs publics ont proposé plusieurs choses, le recours à l'armée, le couvre-feu dans ces quartiers à 21h. Est-ce que ce sont des solutions qui vous paraissent
adaptées ou alors vraiment déconnectées de la réalité de la situation? Moi, j'invite justement les personnes qui prennent ce genre de mesures, qui proposent ces mesures-là, de venir vivre ne serait-ce qu'une semaine dans les quartiers et de comprendre la réelle solution, de comprendre ce qu'on y vit au quotidien et de comprendre que ce n'est absolument pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de la considération. Ce qu'il faut, c'est apporter des moyens et donner des moyens justement pour que ces personnes-là, ces habitants, pour que nous soyons acteurs de ce changement, en retrouvant une police de proximité, en retrouvant un service de proximité, en retrouvant des transports qui nous permettent d'aller à l'école ailleurs. On m'a souvent posé la question, oui, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est justement pouvoir sortir du quartier, pouvoir voir autre chose, pouvoir prendre le bus le matin, ne prendre qu'un seul bus pour aller en dehors. Ouais. Recoudre le lien social entre ces quartiers, les quartiers nord, en particulier la ville de Marseille, et l'autre Marseille. Il y a deux Marseille encore aujourd'hui qui ne coexistent pas, mais qui se fait face à face. Il y a déjà deux Marseille dans les quartiers nord aussi. Je veux dire que cette fracture sociale, elle est déjà marquée très fortement au sein des quartiers nord. Et après, quand on voit l'organisation des transports, l'organisation de l'éducation, je veux dire que forcément, force est de constater qu'il y a effectivement de Marseille. Amine, vous êtes formidable. Merci beaucoup, Nordine aussi. Merci. Mais Amine, vous avez quel âge, Amine? 17 ans. 17 ans. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à vous. On va partir dans un département qui est juste à côté, où il y a aussi beaucoup de tensions. Il s'agit de la cité du Docteur M. La ville de Cavaillon est aussi touchée par une multiplication des règlements de compte. Une école a même été confinée. Regardez ce reportage et puis on se retrouve juste après pour en parler. Il est 13h30, les enfants retrouvent leurs parents après 2 heures de confinement. Certains sont sous le choc. C'est ma maîtresse qui m'a dit qu'il y avait des coups de feu. Mais c'est rien. Donc toi, t'as eu peur, hein? Ouais. Ici, à l'école de la Colline, 233 élèves ont été mis en sécurité à la demande du directeur. En fin de matinée, dans la cité voisine du Docteur M, des coups de feu ont retenti. C'était bien effrayant et on a peur. C'était pas évident d'entendre ça la journée, le matin, à 11h. Le problème, c'est que ça devient régulier, ça devient insupportable. Donc nous, on est pris à partie dans ce quartier. Il faut faire quelque chose. Parce que nous, le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre comme ça. Pas de blessés, heureusement. Un important dispositif policier a été déployé, mais les auteurs du coup de feu n'ont pas été interpellés pour l'instant. C'était une guerre de clans pour un point de stupéfiant lucratif. On parle de 30 000 € au jour de gains sur ce point. Donc depuis maintenant mi-juillet où on va dire proprement parler, la tête de Cavaillon a été assassinée en fait dans son véhicule. Il y a une guerre de pouvoir et de possession qui s'instaure et qui prend chaque jour de plus en plus d'ampleur. Un lycée et 2 autres collèges voisins de la cité ont été confinés également pendant 2 heures pour éviter que les élèves soient en danger à l'heure du déjeuner. Mongy Magri nous a rejoint. Bonjour Mongy, vous êtes habitant de Cavaillon. Vous avez vécu pendant de très nombreuses années à la cité du Docteur M. Vous êtes chauffeur de bus à Cavaillon, donc vous connaissez bien tous ces quartiers-là et vous avez l'habitude de discuter avec la population qui y vit. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la cité du Docteur M cet été avec la multiplication des règlements de compte. C'est un phénomène récent ou ça remonte à plusieurs années, ce qui est en train de se passer dans cette cité en particulier? En fait, tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci de braquer les projecteurs sur les problématiques de la cité du Docteur M. En fait, les problématiques, elles remontent à quelques décennies déjà. L'abandon du terrain par tout ce qui est médiation sociale, tout ce qui est organisation sociale. Ils ont abandonné le quartier depuis des décennies. Aujourd'hui, je tenais à transmettre vraiment le cri d'alarme des habitants qui sont vraiment aux abois, ils sont abandonnés. Les habitants se sentent vraiment abandonnés depuis le début de ces problématiques, depuis le 17 juillet. Il y a eu des renforts policiers récemment. Renforts policiers, mais ils ne sont pas adaptés à la situation. Les CRS que le préfet a bien voulu installer sur Cavaillon pour 1 mois et demi ne font que des rondes à des heures assez précises. Ça veut dire que les personnes concernées par les trafics connaissent ces horaires-là et peuvent s'adapter eux aussi à leur façon de faire les choses. Mais les habitants, depuis le 17 juillet, n'ont pas eu une cellule psychologique pour les entendre, surtout les enfants.
Oui, parce que ça tire au sein de la cité. Ça tire au sein de la Donc, cité. effectivement, la population était terrorisée. On l'a vu avec ce confinement d'une école, avec des gamins qui ont peur. Mais comment ne pas avoir peur dans ces conditions-là? La population, elle est vraiment désespérée. Elle se sent abandonnée, méprisée. Les élus locaux n'entendent pas ou font semblant de ne pas entendre, mais la problématique, elle est toute entière. Il y a eu 2 morts jusqu'à maintenant, plusieurs blessés. Jusqu'où on ira pour se faire entendre. Myriam, il y a un terme qui revient régulièrement dans cette émission, c'est il faut plus de proximité. La fin de la politique de proximité, ça a été un marqueur fort. Oui, de la proximité, c'est clair. Tout a disparu. Il faut vraiment que ça redevienne des vrais lieux de vie avec tout ce qu'on trouve ailleurs. C'est-à-dire pas seulement les droits, restaurer les droits dans ces cités, droit à la sécurité, à l'éducation, comme partout, à la santé et à une vie quotidienne un peu plus paisible. Alors on arrive au terme de cette émission. La situation s'est calmée avec justement la présence policière et le fait que... Pas du tout, voilà, pas du tout. On ait braqué un peu les projecteurs médiatiques sur la cité. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ça, c'est une vue d'extérieur. C'est de la communication, en fait. C'est les élus utilisent ça pour communiquer. Mais réellement sur le terrain, les habitants sont toujours dans les mêmes conditions. Les habitants, ils sont pris en otage. Figurez-vous qu'en rentrant le soir, ils ne peuvent plus ni ouvrir les fenêtres ni sortir de la maison. Les enfants, ils sont cloisonnés dans les maisons. Il n'y a plus aucune activité sur le quartier. Donc vraiment, c'est une écoute. Ils ont besoin d'une écoute et d'une considération par les élus politiques de la ville. Puisque la situation, elle est très grave et elle tend vers s'aggraver. Elle tend vers l'aggravation. Pareil, vous avez le même sentiment d'abandon que... Mais ils se sentent méprisés. C'est même que peuvent avoir ici les gens qui habitent ici. C'est une population de seconde zone, clairement. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est des citoyens de seconde zone. Ils n'ont jamais été pris en compte. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Mongy d'être venu ici à Marseille. Voilà, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un très bon dimanche en notre compagnie. Merci de votre fidélité. Au revoir.